Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le premier convoi de la filière gouvernementale pour le pèlerinage a quitté Bamako mercredi soir. 300 pèlerins étaient à bord de l'avion. 3 membres du gouvernement ont assisté au décollage de l'appareil, compte rendu Tchemogo Sagara. C'est à 20h20 que l'avion de la compagnie Aero Atlantique a décollé de l'aéroport international de Bamako-Sénou. À son bord, 300 pèlerins de la filière gouvernementale pour les lieux saints de l'islam. Ces fidèles musulmans satisfaits de l'opération font des bénédictions pour eux-mêmes et pour le pays qui en a tant besoin. On prie pour le pays, pour la tranquillité du pays, la sérénité du pays, que le pays retrouve sa paix très rapidement. Nous prierons pour ça. Je vais aller pour faire des prières, des bénédictions pour moi-même, ma famille et tout le pays. À part le problème d'horaire de ce matin, je n'ai pas eu d'autres problèmes. 3 membres du gouvernement ont assisté au départ de ce premier convoi de la filière gouvernementale. Les ministres se sont aussi entretenus avec les membres de l'équipage avant de livrer leur message aux futurs Adja et El Hadj. Le message que nous voulons transmettre à nos pèlerins ce soir, c'est de prier beaucoup pour le pays, pour nous permettre de retrouver la paix et la stabilité. Donc c'est ce que nous avons demandé à nos pèlerins. Mais aussi nous nous rendons compte avec satisfaction que toutes les dispositions sont prises et que les pèlerins voyageront dans de bonnes conditions et l'accueil aussi se fera dans de bonnes conditions. Selon les membres de l'équipage, il faut 6 heures de vol sans escale pour arriver à Djeddah. Pour l'édition 2012 du Hajj, le groupement El Madina Voyage Nasser transporte près de 1300 pèlerins de la filière gouvernementale. Prier pour le retour de la paix au Mali, c'est le sens de la rencontre qui a réuni hier les femmes de toutes les confessions religieuses de notre pays. La rencontre a été une occasion pour ces femmes de faire une déclaration dans laquelle elles demandent aux uns et aux autres de se donner la main pour un Mali apaisé. Sokona Kamisoko. À l'unisson, les femmes de toutes les confessions religieuses prient pour le retour de la paix au Mali, car sans paix, il n'y a pas de véritable développement. C'est pourquoi d'ailleurs les femmes ont répondu présentes à cet espace de communion. Nous nous sommes réunis pour réellement former l'unité dans la diversité, pour prier notre Dieu créateur de nous exaucer afin que cette crise que nous vivons au Mali prenne fin. Je voudrais appeler tous les Maliens à l'application stricte de cette laïcité, au respect entre les différentes confessions. Pour la résolution des crises au Mali, la présidente des femmes musulmanes du Mali prône le dialogue. Nous souhaitons vraiment très sincèrement que la paix revienne au Mali sans effusion de sang, sans combat. Alors nous ne souhaitons pas que la guerre se passe sur notre sol. Ce rendez-vous des femmes du Mali vient renforcer une fois de plus les actions entreprises par le gouvernement dans le cadre de la libération du nord du Mali occupé par les bandits armés. Nous sommes enclins à la recherche de cette paix, vu nos rôles régaliens de femmes au sein des familles, des communautés et dans les pays en matière de conciliation, d'entraide et d'unité entre les cœurs. À l'issue de cette journée, les femmes ont fait une déclaration dans laquelle elles demandent aux uns et aux autres de s'unir pour un Mali apaisé et prospère. Sur un tout autre plan, le président par intérim de l'Assemblée nationale et les membres de la commission de l'institution de la commission défense se sont rendus hier à Kati pour discuter avec le capitaine Amadou Aya Sanogo sur les conditions de vie des hommes et des préparatifs de la prochaine montée au nord du pays. Après les échanges, les députés ont visité la caserne. Le président par intérim de l'Assemblée nationale, Younousi Touré, nous donne ici des précisions donc, au terme de cette visite. Elle est au micro de Mariam Sagara. L'armée vit dans des conditions extrêmement difficiles. Les maisons des militaires que nous avons vues, les conditions que nous avons vues ne sont pas acceptables. Et c'est des conditions déplorables qui existent depuis des années. Le matériel militaire que nous avons vu, un effort considérable a été entrepris depuis quelques mois pour les mettre, n'est-ce pas, à niveau. Beaucoup ont été réparés, qui sont en mesure aujourd'hui de fonctionner et nous félicitons vraiment notre armée pour cela. Nous avons vu le centre médical
l'armée, nous avons vu que les travailleurs, comme les malades, sont dans des conditions extrêmement difficiles. Ça a été pénible pour nous. C'est vraiment dans un état très difficile à concevoir après 52 ans d'indépendance. Nous avons une commission défense. Cette commission défense, depuis des années, a demandé à rencontrer, n'est-ce pas, la hiérarchie militaire pour visiter les conditions de travail de l'armée. Depuis 2 ans, notamment, cette commission n'a pas été autorisée à visiter les camps militaires, ni été autorisée à visiter les campements. L'Assemblée nationale est en phase avec son armée aujourd'hui pour que l'armée soit dans les meilleures conditions. Parce que la situation de notre pays l'exige. Pour que l'armée soit dans les meilleures conditions pour défendre notre territoire, pour récupérer les zones occupées, pour soulager les populations qui sont sous la férule des groupes armés. L'Assemblée nationale veillera à ce que les budgets qui seront présentés par le ministère de la Défense, que ces budgets soient étudiés et mis à niveau pour répondre aux besoins de défense d'un pays qui veut se moderniser, d'un pays qui veut assurer sa sécurité. Les activités du projet de protection de l'environnement et du patrimoine collectif sur l'axe ferroviaire Kati, Kita, Bafing, Kenyeba, Falémé ont été lancées à Diogar d'un coût total de 356 millions de francs CFA. Ce projet financé par l'Union européenne a pour but de promouvoir le respect par les usagers et riverains des infrastructures publiques, mais également de réduire les impacts environnementaux sur l'axe. Envoyés spéciaux à Diogar, Fademba Keita, Seydou Sissoko. Un nouveau projet sur l'environnement est né. Il s'agit du projet Passenda dont la première phase vient d'être lancée. D'une durée de 2 ans, ce projet concerne 13 communes dont Kati, Diogar, Sebekoro, Kita, Kenyeba. Le programme initié par le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique vise à mener des actions urgentes de protection de l'environnement tout au long du corridor Bamako-Dakar. Ce projet vise essentiellement à responsabiliser les collectivités riveraines de la route, à mieux protéger l'environnement, mais aussi à mieux protéger la route. Ce vaste chantier va s'étendre de la ville de Kati au fleuve Falémé, soit une distance de 421 km. Il est financé par l'Union européenne. Vous en conviendrez avec moi, cet accompagnement doit se faire ensemble, car c'est le devoir de tous, usagers de la route, riverains, collectivités locales et territoriales, ainsi que l'État, d'accorder une attention particulière à la protection et à la préservation des infrastructures publiques et réduire les impacts environnementaux causés par la réalisation de tels projets routiers. Le programme doit contribuer à une meilleure surveillance des espèces fauniques et à la lutte contre les feux de brousse. Le département s'en réjouit vivement, car autant le développement des infrastructures routières est nécessaire, autant la prise en compte entière de la dimension environnementale dans nos différents projets et programmes de développement est indispensable quant à leur impact, efficience et durabilité. La réussite de ce projet sur l'environnement nécessite l'implication des populations du corridor Bamako-Dakar. Le projet Passenda tourne autour de 6 volets, parmi lesquels le renforcement et l'application de la nouvelle loi sur les ressources forestières, la responsabilisation et l'implication des collectivités dans l'aménagement des 4 forêts communautaires, à savoir Batama, Satadougou, Kassaro et Negela, la sensibilisation et l'éducation environnementale. En 4e région, rétablissement d'urgence de la capacité d'autoprise en charge des populations déplacées du Nord dans la région de Ségou pour la restauration de la productivité agropastorale. C'est l'intitulé d'un nouveau programme dont le lancement a eu lieu à Ségou. Cette initiative vise à accompagner ces populations de Ségou, la correspondance de Fousseini Samaki. Ce nouveau projet, dénommé projet de rétablissement de la capacité d'autoprise en charge des déplacés du Nord dans les régions de Ségou, Sigasso, par la restauration de leur productivité agropastorale, coûtera 260 millions de francs CFA. Cette initiative de l'ONG Convergence d'action pour l'environnement et la santé, financée par la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, va permettre l'achat et la distribution des semences maraîchères, d'outils agricoles, d'engrais, de produits vétérinaires, des kits nutritionnels et la formation sur les bonnes pratiques de la production maraîchère, de l'élevage et de nutrition. Nous avons identifié 2000 ménages
qu'on va appuyer. Les 2000 ménages, c'est 1000 ménages dans la région de Ségou et 1000 ménages dans la région de Sikasso. On va leur donner des kits maraîchers et des kits d'élevage, accompagner des formations sur les techniques maraîchères et sur les techniques d'élevage. Et puis on va faire des suivis. Les responsables de Ségou s'engagent à accompagner ces projets. Ce projet agropastoral contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations et de leurs revenus. Il apportera certainement un appui aux familles hôtes des déplacés, elles aussi éprouvées. Ces projets s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de la sécurité alimentaire des ménages déplacés en leur facilitant la reprise des activités agropastorales. Hors de nos frontières, Soudan du Sud, tout n'est pas réglé entre les deux pays, mais les négociations continuent. Les deux présidents ont discuté pendant plusieurs jours à Addis Abeba, en Éthiopie. Il est attendu de ces échanges la signature d'un accord de coopération sur la sécurité. Tout n'est pas réglé entre les deux Soudans, mais les négociations progressent. Les présidents Salva Kiir et Omar el-Béchir ont discuté 4 jours face à face en Éthiopie. Un marathon qui permet d'aboutir aujourd'hui à la signature de textes sur la coopération et la sécurité. Cet accord partiel, c'est la fin du conflit avec Khartoum, affirme le président sud-soudanais. Première avancée, la mise en place d'une zone démilitarisée de 10 km de part et d'autre de la frontière. Cette zone tampon doit couper court à l'approvisionnement des rebelles du Kordofan Sud et du Nil Bleu et surtout éviter les affrontements entre Khartoum et Djouba. Autre point d'entente non négligeable, le pétrole. L'extraction est au sud, mais les oléoducs sont au nord. Un accord semble être trouvé sur les redevances versées à Khartoum. Le Soudan du Sud accepte donc de reprendre la production pétrolière. Cette question épineuse avait déclenché des combats au printemps dernier. En revanche, les questions du statut de la région d'Abyei et du tracé exact de la frontière ne sont toujours pas tranchées. Des sujets de forte tension qui empêchent encore un accord global entre le Soudan et le Soudan du Sud. Le président zimbabwéen Robert Mugabe, à la tribune des Nations Unies, regrette la mort de l'ex-dirigeant libyen Muammar el-Kadhafi. En Afrique du Sud, ouverture d'une procédure judiciaire par la société minière de platine contre les grévistes. Et au Nigeria, le film islamophobe produit aux États-Unis continue de mobiliser. Ce sont là quelques nouvelles à travers le monde. Robert Mugabe se fait remarquer à la tribune de l'ONU. Lors de son discours devant l'Assemblée générale, le président du Zimbabwe a d'abord regretté la mort de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Il a aussi suscité des réactions en annonçant la tenue d'élections présidentielles et législatives fin mars 2013, avec avant un référendum sur la Constitution. Un calendrier jugé irréaliste par l'opposition. En Afrique du Sud, les grévistes d'Amplate seront désormais poursuivis. La direction du numéro 1 mondial du platine a annoncé l'ouverture de procédures judiciaires qui pourront aller jusqu'au licenciement pour tout mineur qui refuserait de reprendre le travail. 80% des mineurs seraient en grève. Le mouvement a commencé il y a plus de 2 semaines. Les ouvriers réclament environ 1 500 € de salaire mensuel et refusent de céder aux ultimatums de la direction. Nouvelle manifestation au nord Nigeria. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Kano pour dénoncer le film islamophobe produit aux États-Unis. Des drapeaux américains et des effigies du président Obama ont été brûlés. Les manifestations sont organisées par le mouvement islamiste du Nigeria, un groupe pro-iranien chiite actif dans le pays depuis la fin des années 70. Sport afro-basket féminin des moins de 18 ans, la phase de poule a pris fin mercredi avec la qualification pour les demi-finales. Les Aiglones affronteront ce vendredi en demi-finale les homologues d'Égypte. De Dakar, le point c'est avec Kodi Sibi. Sur 12 pays attendus, 6 ont finalement pris le départ de cet afro-basket féminin des moins de 18 ans. Les Aiglones du Mali débutent face aux favoris. Après une défaite devant les championnes d'Afrique égyptiennes, les Maliennes étaient sur le point de réussir un bon coup contre le pays organisateur, le Sénégal. Nos basketteuses dominent quasiment les 2 premiers cartons. Énergie défensive et adresse au tir. Le Sénégal est dominé à la mi-temps, 40-20. Mais les choses se compliquent dans les 2 derniers cartons. L'entraîneur Mohamed Salia Maïga avait peu utilisé son banc et perd 3 intérieurs avant le money time pour 5 fautes. Le Sénégal l'emporte 54-52.
Il fallait réagir face à l'Angola pour se donner de l'espoir pour la suite. Les nôtres négocient bien ce match. Il faut tout de même reconnaître qu'elles ont toujours du mal à gérer les 2 derniers cartons. Score final 55-37 pour le Mali. Face à la Tunisie, les Aiglons se portent mieux. La victoire était impérative pour s'assurer une bonne suite dans la compétition. En plus d'avoir gagné, les Aiglons ont su relever la tête dans le 3e acte de jeu, contrairement au match précédent. Le dernier match de poule se dispute face au Kenya. Occasion de valider le ticket pour la demi-finale, avec surtout un meilleur classement pour éviter le premier de la phase de poule. Large victoire du Mali, 68-40. Un premier tour qui a vu l'équipe malienne avec 2 visages. Les premiers matchs ont été difficiles parce que moi j'avais un nouveau groupe qui n'était pas habitué à la compétition de la Coupe d'Afrique. Deuxièmement, il y a le problème de l'altitude. Je crois que les gens, à notre niveau, on a un peu négligé. On n'était pas tellement adaptés. Donc il y a d'autres petits facteurs qui ont fait que les premiers matchs, on les a mal gérés en réalité. Parce que l'équipe a très bien joué, mais n'a pas pu gérer les scores qu'on a marqués. Donc ça, on a été de travailler là-dessus. Je crois que les 3 derniers matchs nous ont permis de rectifier un peu les tirs et chercher la qualification. Parce que le premier objectif pour nous, c'était d'être en demi-finale. La compétition reprend ce vendredi avec les demi-finales. Les Aiglons affrontent l'Égypte, un adversaire qui nous avait difficilement battu lors de la phase des poules. Voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention. À 20h, Nyanya Alioud Traoré sera là pour la grande édition du soir. Nos pensées vont à nos compatriotes des régions sous occupation. Nous ne les oublions pas. Merci et au revoir.